Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live spécial loi de finances 2025. On va étudier ensemble les stratégies qui vont nous permettre de contrer le choc fiscal, de lutter contre le choc fiscal qui est prévu. On va voir ensemble au niveau immobilier, au niveau entrepreneurial, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour lutter contre ce choc fiscal qui est à peu près promis, qui n'est pas encore détaillé, mais qui est promis pour 2025, malheureusement. Donc merci beaucoup, vous vous connectez, vous êtes déjà très très nombreux, déjà quasiment une trentaine à vous connecter, c'est super. Restez bien connectés jusqu'au bout, il y a plein de choses qu'on va dire. Coupez les notifications, coupez les distractions, prenez des notes, prenez un petit stylo là pour prendre des notes parce qu'il y a énormément de choses qu'on va dire, énormément de stratégies que je vais vous partager et qui vont être, j'espère pour vous, que vous soyez entrepreneur, investisseur ou salarié, extrêmement rentable pour 2025. L'idée c'est de vraiment de se préparer à ce choc fiscal, d'essayer de l'anticiper au maximum. On va tout détailler, on va parler flat tax, on va parler impôt sur le revenu, on va parler SAS à l'IR, on va parler cotisation sociale, on va parler exonération de plus-value sur la résidence principale ou pas. On va parler de plein de sujets qui vous intéressent. On va parler stratégie d'investissement locatif aussi, parce que tout ce qui est en place là, tout ce qui se prépare dans la loi de finances pour 2025 va avoir un impact majeur aussi sur l'investissement locatif. Vraiment, là, tout le monde est touché. C'est ce que j'ai dit l'autre fois, c'est que dans une de mes stories il y a quelques jours, tout le monde est touché par la loi de finances pour 2025. De manière directe ou indirecte, tout le monde est touché parce que cette loi de finances, elle va tout simplement venir taper sur tout le monde. Alors, plus sur certains que sur d'autres, ça c'est clair, et on va voir pourquoi et en quoi, mais elle va vraiment venir taper sur tout le monde, que ce soit les entrepreneurs, les salariés, les investisseurs immobiliers notamment, bien sûr. Donc, il faut absolument être au clair sur ce qui est en train de se tramer, et on va voir exactement comment se mettre au clair. Alors d'abord, justement, puisqu'on parle de se mettre au clair, il faut clarifier une chose. Vous avez entendu un certain nombre de réformes passées, de bribes de cette loi de finances pour 2025 dans la presse ces derniers jours. En réalité, c'est plus une fausse alerte qu'autre chose, même si à ce stade c'est une fausse alerte, mais ça peut devenir un vrai danger pour le coup. Vous avez entendu un certain nombre de choses sur la fin de l'exonération, en tout cas le conditionnement de l'exonération de la plus-value sur résidence principale. Vous avez entendu des choses sur l'augmentation de la flat tax. Vous avez entendu des choses sur toute une série de sujets. Je vais vous rassurer ce soir, pour l'instant, rien n'est acté. De toute façon, jusqu'au 31 décembre à minuit, il peut se passer encore beaucoup de choses. D'accord ? Donc, c'est pas parce que vous avez vu des choses dans la presse qui sont réelles ou supposées que c'est en vigueur et que vous êtes en danger. Mon rôle ce soir, c'est de vous préparer à un certain nombre de choses qui sont susceptibles d'être votées. Je dis bien susceptibles d'être votées. Mais encore une fois, jusqu'au 31 décembre à minuit, il peut se passer beaucoup de choses. Et tant qu'on n'est pas le 1er janvier au matin, eh bien, on ne sait pas encore complètement à quelle sauce on sera mangé. D'accord ? Donc, première chose. Maintenant, ça n'empêche pas d'anticiper et c'est exactement la raison pour laquelle je fais ce live avec vous ce soir. C'est justement pour pouvoir anticiper un certain nombre de choses. Ok ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Il s'est passé qu'il y a eu des députés, certains députés, pas tous, en l'occurrence ceux qui sont membres de la commission des finances. Alors, la commission des finances à l'Assemblée, de mémoire, c'est 29 plus 22, c'est quasiment un peu plus de 50 députés. Je crois que le chiffre précis c'est 51, mais j'en suis plus certain. Mais grosso modo, c'est une cinquantaine de députés, ok. Et dans cette loi de finances, eh bien, il y a dans cette commission des finances, à l'Assemblée. Alors évidemment, il y a tous les grands groupes qui sont représentés, puisque quand vous avez un groupe à l'Assemblée, eh bien, vous placez certains de vos députés dans les commissions stratégiques, et notamment, bien sûr, dans la commission la plus importante, qui est la commission des finances. Donc, vous avez des députés LFI, des députés RN, des députés LR, des députés Renaissance, donc nouveau nom du parti présidentiel,
vous avez des députés de tous les blocs et notamment des 4 grands blocs, donc Nouveau Front Populaire, LR, RN et Renaissance. Ces députés, ils ont discuté d'un certain nombre de choses qui ont été proposées par toute une série de députés de tous les groupes possibles. Donc vous avez LFI qui a fait des amendements, vous avez le RN qui a fait des amendements, vous avez les députés macronistes qui ont fait des amendements, vous avez les députés LR qui ont proposé des textes aussi, et à la fin, ils ont voté amendement par amendement au cours des discussions, donc ce qui avait été proposé par les uns et par les autres. Ce qui a choqué, c'est 2 choses, mais on va y revenir exactement en détail après. 1, l'augmentation de la flat tax, et 2, le conditionnement de l'exonération relative aux plus-values sur résidence principale. Ok, donc ça, on va y revenir après. Mais pour bien comprendre la forme législative, parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer à l'Assemblée dans les jours qui viennent, et potentiellement 49.3, et potentiellement le fait que jusqu'au 31 décembre à minuit, on n'est pas exactement fixé sur notre sort, qu'on soit entrepreneur, salarié ou investisseur immobilier, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Ok ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des discussions en commission, il y a eu des amendements qui ont été votés, et à la fin, il y a ce qu'on appelle la partie recette, donc la partie recette fiscale, donc en gros les impôts, qui a été rejetée. Qui a été rejetée à 29 voix contre 22 par les députés. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est pas parce que des amendements ont été votés en majorité, c'est le cas des 2 amendements dont on va parler après, que forcément le texte passe, et encore moins le texte passe en commission. Pourquoi ? Parce que le bloc recette a été rejeté dans son ensemble. Parce que vous pouvez très bien être d'accord avec une mesure en particulier, mais pas être d'accord avec l'ensemble de ce qui a été voté au niveau des recettes. D'accord ? Et c'est ça qui a été rejeté à 29 voix contre 22. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'exciter, mais il faut quand même garder à l'esprit que il y a 60 milliards à aller chercher pour le gouvernement, et ils vont tout faire. De toute façon, ils seront obligés, puisque la Commission européenne les y oblige de manière assez indirecte, donc ils seront obligés d'aller les chercher de toute façon. Il faut plaire à la Commission de Bruxelles, et pour plaire à la Commission de Bruxelles, on fait ce qu'il faut pour lui plaire. C'est aussi simple que ça. En tout cas, dans l'esprit de Barnier, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc là, il y a l'Assemblée qui prend le relais de la Commission. Donc la Commission, en gros, il s'est dit des choses, il s'est voté des choses, mais pour l'instant, ça n'a aucune valeur. L'Assemblée prend le relais des experts, entre guillemets, de la Commission des finances pour discuter d'amendements, pour discuter du budget qui est proposé par le gouvernement, etc., etc. Donc ils ont tout à fait la possibilité, les députés, de venir amender, de venir enrichir, entre guillemets, le budget Barnier qui est proposé par le gouvernement. Ça, c'est tout à fait possible, d'accord ? Vous pouvez très bien avoir, sur certains sujets, une alliance RN-LFI pour voter un amendement, une alliance camp présidentiel LFI pour voter un autre, etc., etc. Donc, c'est pas parce que Barnier vient avec son budget qu'il peut pas y avoir des améliorations, entre guillemets, ou des enrichissements de ce budget. Ensuite, il y a le Sénat, bien évidemment, qui va devoir se prononcer aussi sur ce budget. Et ensuite, potentiellement, ça peut revenir à l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. D'accord ? Donc, c'est pas parce que le Sénat rejette aussi des choses de l'Assemblée que pour autant, ces choses-là seront définitivement rejetées, puisque ça revient à l'Assemblée, et c'est l'Assemblée, de toute façon, qui a le dernier mot dans le cadre de cette navette parlementaire. Donc maintenant, vous y voyez un peu plus clair. Mais enfin, oui et non, peut-être parce que il y a le 49.3 dont on n'a pas parlé et qui est crucial. Vous avez vu aussi dans la presse ces derniers jours que le gouvernement, et en particulier le chef du gouvernement, Michel Barnier, a commencé à parler du 49.3. En fait, quand on parle du 49.3 dans la presse, c'est qu'on prépare les esprits au 49.3. Ça veut dire que le 49.3, il va arriver. Il va arriver. Parce que Barnier sent bien que il n'y a pas de majorité, c'est extrêmement compliqué pour lui. Il est dans un trou de souris, et pour échapper au trou de souris, c'est simple, à côté il y a une grande porte qui s'appelle 49.3, et en fait il va tout simplement ouvrir cette porte du 49.3. C'est aussi simple que ça. Bon, ça c'est plus une question de méthode que de fond, parce que c'est pas parce qu'il propose un 49.3 que pour autant son budget ne peut pas être amendé, encore une fois, par des propositions des uns et des autres, d'accord ? Donc c'est pas parce qu'il arrive avec un plan A
que le plan B qui va proposer au 49.3 est forcément égal au plan A. Donc le 49.3, je pense qu'on en a parlé suffisamment ces dernières années dans la presse pour que vous sachiez exactement ce que c'est, mais je le répète quand même, c'est une modalité constitutionnelle, un article de la Constitution, l'article 49-3, alinéa 3, qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité. Donc le gouvernement va devant l'Assemblée, dit écoutez, le budget c'est celui-ci, soit vous le votez tant mieux il passe. Si vous le votez pas, vous avez la possibilité de rejeter, de faire tomber le gouvernement, mais encore faut-il qu'il y ait une majorité pour faire tomber le gouvernement et donc tomber le texte présenté par le gouvernement. Et là, il y a un véritable jeu, et on est obligé de faire de la politique politicienne ce soir parce que malheureusement, il y en a qui en font, donc on est obligé d'en parler. C'est pas qu'un live sur la fiscalité, puisque cette fiscalité, elle est votée par des députés. Donc on est obligé de faire de la politique politicienne et forcé de constater quand même que si Barnier propose le 49.3, même s'il n'a pas de majorité en théorie politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas majoritaire avec son bord, et même avec la Macronie, il n'est pas majoritaire, dans les faits, il ne sera pas rejeté. Le gouvernement Barnier ne va pas tomber, même s'il y a un 49.3. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, vous avez le NFP, donc le Nouveau Front Populaire, qui a intérêt à ce que le gouvernement tombe pour prendre sa place. On peut très bien imaginer que si le gouvernement tombe, Macron propose au NFP de prendre le pouvoir, donc nomme un Premier ministre, ou une Première ministre plutôt, a priori, issue du NFP. Donc par exemple, Lucie Castet, c'est le nom qui avait circulé cet été, qui avait été proposé par le NFP pour le représenter à Matignon. C'est un scénario possible, c'est pas le plus probable, honnêtement moi j'y crois pas trop, mais c'est un scénario qui est possible. Et donc le NFP a tout intérêt à ce que le gouvernement Barnier tombe pour pouvoir être au pouvoir dans la foulée. En revanche, le RN n'a pas du tout intérêt à ce que le gouvernement tombe. Pourquoi ? Parce que si le gouvernement tombe, évidemment, Macron va pas appeler le RN à gouverner, puisque il aura encore moins de députés que le NFP. Le RN a intérêt à ce que Barnier tombe quand la dissolution est possible, c'est-à-dire un an après la dernière dissolution, c'est-à-dire grosso modo fin juin, début juillet. Il a intérêt à ce qu'il y ait des nouvelles élections là pour éventuellement essayer de gagner, mais pour l'instant, il n'est pas en position d'arriver au pouvoir. Donc, je pense pas que le RN votera cette motion de censure. Et d'ailleurs, Jean-Philippe Tanguy, qui est d'ailleurs membre de la Commission des Finances, et d'autres ont sous-entendu que, grosso modo, le RN s'abstiendrait. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois à ce scénario du 49.3. Il est tout à fait crédible. C'est le seul d'ailleurs qui est crédible à mon avis. Et ça permettrait à Barnier de faire voter son budget. Budget qui, encore une fois, peut être amendé par les députés. Donc c'est pas forcément la version de Barnier qui sera votée, mais la version Barnier avec des aménagements, des enrichissements entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on doit craindre si ces enrichissements entre guillemets arrivent ? Parce que là, quand on regarde ce qui s'est passé en commission, on peut vraiment craindre le pire. Encore une fois, il y a 60 milliards à aller chercher, c'est considérable. Au début, le gouvernement nous a dit, sur les 60 milliards, il y aura que 20 milliards d'impôts, et en plus, les 20 milliards d'impôts supplémentaires, ils seront vraiment concentrés sur les grandes entreprises, avec la taxation des super-profits, et les très fortunés, avec un éventuel rétablissement de l'ISF. On va en parler après, de l'ISF d'ailleurs, faut que je le marque. Au début, le gouvernement nous a dit ça, il y aura que 20 milliards d'impôts et 40 milliards d'euros d'économies. En réalité, on se rend compte que ça sera plutôt l'inverse, voire pire que l'inverse. C'est-à-dire que ça peut très bien être sur 60 milliards, non pas 40 milliards d'impôts, mais 45, voire 50 milliards d'impôts et seulement 10 milliards d'euros d'économies, puisque le gouvernement semble être dans l'incapacité, comme d'ailleurs tous les gouvernements qui ont précédé, de faire les économies là où il faudrait les faire. Donc, alors je dis pas qu'il faut pas augmenter les impôts. Il y a certains impôts qu'il faudrait augmenter parce que c'est une question de justice fiscale, etc., etc. Bon, je vais pas donner mon avis forcément ce soir, c'est pas très intéressant. Donc je dis pas qu'il faut pas augmenter les impôts, en tout cas pas augmenter certains impôts. Je dis juste que c'est pas normal qu'on nous annonce au départ 20 milliards d'impôts seulement, 40 milliards d'euros d'économies, et qu'à la fin ça finisse l'inverse, voire pire que l'inverse. Ça veut dire qu'on nous a menti. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Donc qu'est-ce qu'on doit craindre malheureusement si on va sur cette piste-là du toujours plus d'impôts ? Il y a beaucoup de choses qu'on doit craindre. D'abord, évidemment, l'augmentation de la flat tax. L'augmentation de la flat tax qui passerait de 30 à 33%. Alors,
Une augmentation de la flat tax, je le rappelle quand même, c'est important, de 30 à 33%, c'est pas une augmentation de 3%. D'accord? Parce que 3% de 30%, ça fait pas 3 points. Ça fait 1 point. Ok? C'est une augmentation de 10% de la flat tax, puisqu'on passe de 30 à 33. Donc, on augmente de 3 points. C'est une augmentation de 10%. C'est considérable. Augmenter un impôt de 10%, c'est considérable. On n'a jamais vu, par exemple, d'augmentation d'impôt sur le revenu d'une année sur l'autre de 10%. On l'a jamais vu. Donc là, on le fait sur la flat tax. On pense que ça va passer comme ça, que ça va être indolore, mais non, ça va pas être indolore. Quand vous augmentez un impôt de 10%, ça veut dire que si vous payez 10 000 euros sur cet impôt, l'année suivante, vous allez payer 11 000 euros. Si vous payez 100 000 euros sur cet impôt, l'année suivante, vous allez payer 110 000 euros. C'est considérable pour ceux qui prennent des dividendes ou pour ceux qui ont des revenus, des investisseurs en crypto-monnaie, par exemple, qui font des plus-values sur des crypto-monnaies, qui sont taxés à la flat tax quand ils sortent leur portefeuille crypto. Quand ils vendent leur crypto et qu'ils veulent utiliser l'argent pour faire autre chose, ils vont être taxés fortement. Donc ça va avoir un impact, c'est pas indolore, ok? Donc maintenant qu'on dit ça, quelle peut être la stratégie ou les stratégies pour lutter contre, pour contourner l'augmentation de la flat tax? Il y a plusieurs choses. Alors, ceux qui veulent aller vraiment plus loin, j'organise un séminaire qui aura lieu du 22 au 24 novembre chez moi, pas très loin de là où je me trouve, dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, à côté de Gérardmer, Remiremont, Saint-Dié, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Colmar. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message privé pour que je vous donne tous les détails du séminaire en message privé. Faites-le maintenant, comme ça au moins c'est fait. Parce qu'on va détailler dans ce séminaire l'ensemble des stratégies. Je précise que ce séminaire, je fournis absolument tout. Restaurant, matin, midi et soir, le logement dans un chalet ou dans une ferme, en fonction de qui dormira où. Je fournis absolument tout. C'est seulement 697 euros. Je gagne pas d'argent dessus. Vous vous doutez bien que si je paye la nourriture et le logement à tout le monde sur un week-end entier, je gagne pas d'argent dessus. D'accord? Mais je le fais pour d'autres raisons, pour créer du réseau, pour que des gens se rencontrent, pour aussi créer du contenu, filmer ce contenu, etc., etc. Donc je le fais pour plein d'autres raisons, mais absolument pas pour l'argent. D'accord? Donc je suis pas là pour gagner de l'argent sur ce séminaire. Donc si ça vous intéresse, envoyez-vous un message. On va passer un super week-end ensemble. On sera pas nombreux. On sera une trentaine, 35 maximum. Et vous allez découvrir cette région magnifique qui est le Canada français. Donc je vous invite vraiment à m'écrire. Ça sera du 22 au 24 novembre. Ok? Vous allez arriver le vendredi et vous allez repartir le dimanche. Pour ceux qui peuvent pas arriver le vendredi soir, vous pourrez arriver le samedi matin. Et on va décortiquer toutes les stratégies justement. Super, bah ouais, Jennifer, tu seras là en effet. Hâte de t'y retrouver bien sûr. On va décortiquer toutes les stratégies qui vont eh bien nous permettre de contourner ce que Barnier est en train de tramer. Ok? Donc dans la flat tax, il faut bien comprendre une chose, c'est que la flat tax, elle est remise en cause, en tout cas elle est augmentée, et ça remet en cause toutes les stratégies depuis 2018. Puisque Macron avait quand même eu l'avantage de fournir au pays, aux investisseurs immobiliers notamment, la stabilité. La stabilité dans le sens où depuis 2018, il n'y a pas grand-chose qui a bougé au niveau fiscal. Vous voyez, la taxe d'habitation avait été supprimée dès la première loi de finances de Macron. Je vous rappelle que la première loi de finances de Macron, c'est pas 2017, c'est 2018. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé, il a gagné la présidentielle en juin 2017, il est arrivé au pouvoir et donc la première loi de finances estampillée Macron, il l'a préparée à l'automne 2017, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, d'accord? Et donc il y a eu un choc fiscal avec Macron dès 2018, dès le 1er janvier 2018, donc dès la première année, avec tout un tas de choses, la réforme de la taxe d'habitation, donc la suppression de la taxe d'habitation. Il y a eu bien sûr la mise en place de la flat tax à 30% sur les revenus de capitaux mobiliers, donc sur les dividendes, sur les revenus de placement, sur les plus-values liées aux crypto-monnaies, etc., etc. Il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites par Macron, un choc fiscal, et depuis 2018, il s'est rien passé. Donc en gros, il a tout changé d'un coup et rien changé ensuite. Ce qui est plutôt bien parce que au-delà de ce qu'on peut contester dans ce qu'il a fait, ça a quand même donné une stabilité fiscale au pays. Et ça, c'est vrai qu'il a beaucoup de défauts, le président de la République, mais on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever le fait qu'il a donné une stabilité fiscale au pays. Et depuis 2018, on joue à peu près avec les mêmes règles. Là, moi, ce que je reproche à ce qui va être fait, c'est que on va plus jouer avec les mêmes règles. Et donc,
C'est pas très grave parce qu'on sait s'adapter, mais c'est vrai que c'est quand même un chamboulement important, encore une fois, pour tout le monde, pour les entrepreneurs, pour les investisseurs et pour les salariés. Ok? Un peu moins pour les salariés, mais quand même, on va y venir après. Donc, si j'ai une augmentation de la flat tax, qu'est-ce que je peux faire pour m'en prémunir? Parce que c'est ça qui est intéressant. Si j'ai une augmentation de la flat tax, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le canal impôt sur les sociétés, donc le canal dividende, il devient de moins en moins intéressant, alors qu'il était de plus en plus intéressant. En tout cas, il était très intéressant, encore une fois, depuis 2018. Donc, retour en arrière, et si je passe pas par un canal IS, je vais peut-être pouvoir m'intéresser au canal impôt sur le revenu, ok? Parce qu'en général, il y a quand même deux canaux principaux, c'est l'IS et l'IR, d'accord? Donc, si je m'intéresse au canal de l'impôt sur le revenu, la flat tax n'est pas supprimée, et si la flat tax n'est pas supprimée, ça veut aussi dire que l'option du barème progressif de l'impôt sur le revenu n'est pas supprimée. Je vous rappelle ce que c'est que l'option du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Quand vous êtes à 30% taxé sur le PFU, donc le PFU, c'est le nom technique, c'est ce qu'il y a dans la loi pour dire flat tax, d'accord? Donc c'est prélèvement forfaitaire unique. C'est un impôt, encore une fois, sur les dividendes, sur les revenus de capitaux mobiliers, sur ce que va toucher un investisseur immobilier sur ce qu'il paye en dividendes, sur ce que va toucher un investisseur en crypto-monnaie si, encore une fois, il vend ses cryptos, etc., etc. D'accord? Donc là, le PFU, aujourd'hui, il est 30%. On dit qu'il est 30%. En réalité, c'est faux. Il y a deux manières de voir le PFU. Soit vous prenez le PFU à 30%, soit vous optez pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et donc là, vous n'êtes pas sur un canal dividende, vous êtes sur un canal dividende, vous n'êtes pas sur un canal dividende à 30%, vous êtes sur un canal impôt sur le revenu, d'accord? Donc ça veut dire que si vous retirez de l'argent de votre SCI, par exemple, vous êtes taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu plus 17,2 de prélèvements sociaux. Je vous rappelle, dans les prélèvements sociaux, il y a trois choses. Il y a la CSG, créée par le gouvernement Rocard en 1991 de mémoire, contribution sociale généralisée, pour commencer à combler le trou de la Sécu qui avait été creusé dans les années 80, notamment parce qu'il y avait beaucoup de chômage. La CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, donc ça c'est pas la gauche qui l'a mise en place, c'est la droite, avec le gouvernement Juppé entre 95 et 97, avant la dissolution, cette fois-ci pas celle de Macron, mais celle de Chirac, décidée par Chirac, qui a amené la gauche plurielle au pouvoir. Et puis vous avez tous les autres prélèvements sociaux. La totalité de tout ça, CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux, fait 17,2%, d'accord? S'ajoute à ça, si vous optez pour le barème de l'impôt sur le revenu, barème progressif, l'impôt sur le revenu. Si vous êtes sur une tranche marginale d'impôt à 0, c'est toujours plus intéressant de prendre le barème progressif parce que vous allez avoir 17,2 de taxation plus 0, donc 17,2 contre 30 et peut-être demain, contre 30 et peut-être demain 33 si la flat tax est augmentée, d'accord? Donc ça, c'est une première stratégie, c'est peut-être de se reposer la question de l'intérêt que peut avoir le barème de l'impôt sur le revenu, donc le barème progressif, si par cas la flat tax augmente. C'est vraiment un vrai sujet que tous les actionnaires, entre guillemets, qui soient actionnaires immobiliers ou actionnaires financiers, on va les mettre dans ces deux catégories, se posent, ok? Et donc évidemment les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, ils sont actionnaires de leur boîte par définition. Donc les entrepreneurs doivent aussi se poser cette question-là, bien évidemment. Bien évidemment. Après, il y a toujours la stratégie, et ça je parle plutôt pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs immobiliers, bien sûr, de carrément changer de statut ou si vous souhaitez aller sur un nouvel investissement, de complètement chambouler la réflexion. Avec, à mon avis, ce qui va être de plus en plus intéressant dans les années qui viennent, le modèle de la SAS à l'IR. La SAS à l'IR, vous en avez très peu entendu parler. La société par action simplifiée à l'impôt sur le revenu et non pas à l'impôt sur les sociétés, elle est extrêmement intéressante. Et elle va devenir de plus en plus intéressante dans les prochaines années. La SAS à l'IR, elle a été créée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, donc entre 2007 et 2012. Au début, elle était très peu utilisée, très peu. Elle est d'ailleurs assez peu encore aujourd'hui, mais c'est une véritable pépite. C'est une véritable pépite, pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui a une tranche marginale d'impôt faible, elle est extrêmement intéressante parce que dans la SAS à l'IR, par définition, vous n'avez pas d'impôt sur les sociétés, puisque vous êtes à l'impôt sur le revenu. Donc, vous n'êtes pas sur le canal IS. Vous n'avez pas de flat tax, puisque comme vous n'êtes pas sur le canal IS, forcément, il n'y a pas de flat tax.
Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous avez bien sûr une taxation à l'impôt sur le revenu. Ok. Sauf que si je suis président de SASU, que je ne suis pas salarié de ma propre SASU, donc je suis président non salarié, j'ai pas de cotisation sociale patronale, puisque je ne suis pas salarié. J'ai pas de cotisation sociale salariale, puisque je ne suis pas salarié. Donc je suis pas victime du syndrome du sandwich dont sont victimes tous les présidents salariés de SASU. D'accord ? J'ai pas d'impôt sur les sociétés, comme je l'ai dit, puisque je ne suis pas sur un canal impôt sur les sociétés. J'ai de l'impôt sur le revenu, mais j'ai que de l'impôt sur le revenu, pour faire simple. Mais si j'ai que de l'impôt sur le revenu, et que ma TMI, ma tranche marginale de l'impôt, est que de 0%, et de 0% seulement, eh bien, en réalité, c'est comme si je travaillais à Dubaï, parce que j'ai rien du tout à payer. Rien du tout, rien du tout. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc la SAS à l'IR, à mon avis, elle a de très beaux jours devant elle, et même sur une TMI à 11%, elle est intéressante, et même sur une TMI à 30%, elle est quand même intéressante. Surtout pour les gens qui ne croient pas à la retraite. Parce que si vous ne croyez pas à la retraite, alors là, c'est jackpot, puisque de toute façon, vous vous en foutez de payer des cotisations sociales, d'avoir un retour sur investissement sur vos cotisations sociales, pour être très précis, puisque de toute façon, vous ne croyez pas à la retraite. Donc si vous y croyez pas, eh bien, autant ne pas cotiser. Autant ne pas cotiser. Si vous voulez cotiser pour avoir une couverture santé, pourquoi pas ? À la limite, vous prenez le salaire minimum pour un entrepreneur qui est d'ailleurs même pas le SMIC, qui est d'ailleurs, c'est moins que le SMIC, hein, le salaire qu'on doit se payer, le salaire minimal qu'on doit prendre quand on est entrepreneur, en réalité, pour avoir une couverture sociale, c'est même pas le SMIC, d'accord ? Donc, la stratégie de la SAS à l'IR est extrêmement intéressante pour ceux qui veulent creuser. Encore une fois, venez au séminaire parce qu'on va vraiment faire toute une partie sur la SAS à l'IR qui, à mon avis, est vraiment l'avenir des entrepreneurs et l'avenir des investisseurs dans les années qui viennent en France. Surtout compte tenu de ce qui est en train de se passer et qui va chambouler négativement le modèle de l'impôt sur les sociétés avec l'augmentation de la flat tax. D'accord ? Donc, première stratégie, vraiment essayer de réfléchir, si vous êtes entrepreneur et ou investisseur immobilier, à la SAS à l'IR qui peut vous sauver dans les années qui viennent, ça c'est certain. Ensuite, alors j'ai vu que certains ont posé des questions. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce live. Vous êtes d'ailleurs très nombreux ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Il y a assez peu de gens avec quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'abonnés, comme c'est mon cas, qui arrivent à rassembler là, comme ça, 50 personnes dans un live. Donc vraiment, en plus improvisé, totalement improvisé. Vraiment, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce live. Et vous avez raison d'être présent parce que je vais vous donner vraiment beaucoup de valeur. Ça a commencé et c'est pas fini. D'accord ? Donc restez bien présents jusqu'au bout parce qu'il y a encore plein de choses à dire jusqu'au bout là-dessus. Ensuite, deuxième amendement qui a fait polémique. Donc encore une fois, c'est un amendement. C'est un texte qui a été proposé par un député. D'accord ? Dans la commission, je crois que c'est un député des Pyrénées-Atlantiques, un député macroniste de mémoire, qui a proposé ça. Encore une fois, c'est pas aller plus loin pour l'instant, mais ça peut tout à fait être repris. Donc, prudence jusqu'au 31 décembre à minuit, prudence. C'est pour ça que je referai des lives aussi, bien sûr, pour vous updater par rapport à ces discussions à l'Assemblée. C'est passionnant. Cet amendement qui a fait polémique, encore plus que la flat tax, c'est la fin de l'exonération de plus-value sur la résidence principale. Je pense que là, sur la cinquantaine de personnes qui est là, en live avec moi, il y en a une grosse dizaine, voire peut-être plus, qui ont déjà fait des plus-values exonérées sur résidence principale. Mettez des pouces là, si vous avez fait déjà des plus-values exonérées sur résidence principale, mettez des pouces parce que je suis sûr qu'il y en a une dizaine, voire beaucoup plus. Ok ? Ça va vous surprendre, mais je n'ai jamais fait. Ça va vraiment vous surprendre. Malgré mon parcours immobilier assez important, je n'ai jamais fait de plus-value sur résidence principale pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. J'avais un plan que je vais vous partager après, qui allait être remis en cause par le gouvernement Barnier, mais je suis en train de l'adapter. Et je vais vous en parler parce que ça va vous concerner aussi. Ok ? Donc, ce qui a fait polémique, c'est pas forcément la fin, parce que ce serait exagéré, il ne faut pas non plus tout noircir. Mais le conditionnement, je dis bien le conditionnement de l'exonération de plus-value sur résidence principale à une détention du bien et à une occupation du bien pendant 5 ans. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que si cette réforme passe de l'exonération, eh bien, quelqu'un qui emménage
dans une résidence principale le 1er janvier 2025, d'accord? Je prends des dates faciles pour que tout le monde retienne. Et qui déménage, qui vend sa résidence principale, qui déménage le 31 décembre 2029, donc moins de 5 ans, lui, il fait une plus-value, mettons, 200 000 euros, il achète 400, et au bout de 4 ans et 364 jours, il vend avec 200 000 euros de plus-value, il vend 600 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, lui, il va payer de l'impôt sur les 200 000. Et qu'est-ce qu'il va payer comme impôt? Il va payer l'impôt sur les plus-values immobilières, d'accord? L'impôt sur les plus-values de cession immobilière, c'est quoi? C'est 36,2. 36,2, c'est quoi? C'est 17,2 de CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux. CSG, Rocard, CRDS, Juppé et autres prélèvements sociaux, rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, plus 19 d'impôts forfaitaires sur les plus-values de cession immobilière. 17,2 plus 19, ça fait bien 36,2. Ça veut dire que sur 200 000 euros, auparavant, avant Barnier, si encore une fois tout ça passe, qui n'est encore pas entériné, avant Barnier, il aurait payé 0. Et là, avec Barnier, il occupe sa baraque pendant 4 ans et 364 jours, il va payer 36,2 de 200 000, c'est-à-dire qu'il va payer, grosso modo, 73 000 euros d'impôts, ok? Si mes calculs sont bons, 72 400 euros d'impôts. Alors qu'avant, il aurait payé 0. 0, d'accord? C'est évidemment catastrophique pour un certain nombre de gens. Alors, j'ai entendu dire, là, sur les réseaux récemment, que, en fait, c'était pas si grave que ça, parce que ça touchait que les marchands de biens déguisés. Je suis pas d'accord avec ça. Je vais vous prendre un exemple concret. Effectivement, il y a des marchands de biens déguisés qui sont des fraudeurs fiscaux, hein, appelons-les comme ça, et qui, un jour ou l'autre, se feront rattraper, parce que quand on fait des opérations de marchands en nom propre, on finit par se faire attraper. Et quand on fait des opérations de marchand en SCI, on finit aussi par se faire attraper, parce que c'est pas parce qu'on paye l'IS et la flat tax en SCI à l'IS qu'on peut pas se faire attraper, parce que la TVA, on la paye pas, et un marchand, il la paye. Donc vous faites de la concurrence déloyale aux marchands si vous faites des opérations de marchand en SCI à l'IS. Donc attention, vous êtes susceptible d'avoir un contrôle fiscal, notamment sur la TVA, et d'avoir un rattrapage qui peut faire très mal, d'accord? Donc là, faites attention les marchands de biens, j'en connais pas mal, les marchands de biens déguisés surtout, à pas faire n'importe quoi, ok? Maintenant, je suis pas d'accord pour dire que cette exonération, ou plutôt ce conditionnement de l'exonération de plus-value, il touche les marchands de biens déguisés. Oui, c'est vrai, il touche bien sûr les marchands de biens déguisés. De ce point de vue-là, tant mieux, parce que ils vont arrêter de faire la concurrence déloyale aux vrais marchands de biens, comme nous, qui payons de la TVA, qui payons de l'IS, qui payons de la taxe, qui payons les trois, et pas uniquement les deux, et pas uniquement 0, ok? Ils vont arrêter de nous faire concurrence, donc très bien, ça va assainir le marché. En revanche, ça va toucher aussi des pauvres salariés, et je le dis clairement, ça va aussi toucher des pauvres salariés. Pourquoi? Imaginez que on prend un salarié qui aujourd'hui habite à Metz, ok? En Lorraine, il habite à Metz. Il est muté à Lyon. Il déménage le 1er janvier 2025, ok? Il achète sa résidence principale, puisque son nouveau contrat de travail est à Lyon. En tout cas, son avenant au contrat de travail dit qu'il habite à Lyon. Donc, il se projette à Lyon, il a des gosses, les gosses sont scolarisés, il sait qu'il va faire sa vie à Lyon, et puis en plus, à Lyon, il est pas mal, il fait moins froid qu'à Metz, il va pouvoir aller à la plage et à la montagne facilement, il va pouvoir passer des week-ends à Chamonix, c'est sympa, il va pouvoir aller se baigner dans la presqu'île de Gien le week-end, quand il fait beau, donc c'est plutôt sympa. Il a envie d'y rester. Il achète une maison parce qu'il se projette à Lyon. 3 ans plus tard, il est muté. Cette fois-ci, il est muté à Nice. Bon, très bien, Nice, super. Mais enfin, Lyon a pris de la valeur immobilière entre 2026 et 2029. Et donc, quand il revend sa baraque, il avait absolument pas prévu, quand il l'a acheté en 2026, de la revendre en 2029. Donc, il n'y avait pas d'intentionnalité, d'accord? Et il n'y a pas non plus de répétition des opérations puisque c'est sa première plus-value. Donc, il est absolument pas dans le cadre du marchand de biens déguisé. Et ben, lui, il va subir ce conditionnement aux 5 ans, puisque comme il vend à moins de 5 ans, après avoir habité moins de 5 ans dans sa RP à Lyon, eh bien, il est touché. Donc moi, je trouve que cet argument qui consiste à dire que ça ne va concerner que les marchands de biens déguisés, il est absolument faux, puisque certes, il va toucher les marchands de biens déguisés et même tous les marchands de biens déguisés, en tout cas ceux qui sont en nom propre, puisqu'encore une fois, d'autres pratiquent le marchand de biens déguisé en SCI, donc c'est pas le sujet, mais il va aussi toucher des pauvres gens
des pauvres salariés qui n'avaient absolument pas l'intention de vendre leur maison, mais qui, du fait de l'évolution professionnelle qui est la leur, eh bien, doivent la vendre pour pouvoir acheter, dans l'exemple que je prenais, un appart à Nice. Donc moi, je suis outré par ça. Je trouve que ça va toucher des gens qui n'auraient pas dû être concernés par cette évolution qui, encore une fois, est catastrophique. Donc, les salariés, faites attention, ou les investisseurs immobiliers en général, puisque ça peut bien sûr toucher les entrepreneurs. Là, j'ai pris l'exemple des salariés, mais il y a aussi des entrepreneurs qui, pour des raisons liées au développement de leur société, s'installent à un endroit, partent à un autre endroit plus tard, et potentiellement avant 5 ans, et donc seront eux aussi touchés, d'accord? Donc, ça va pas toucher que les salariés, et ça va aussi toucher les entrepreneurs, ça va toucher au global les investisseurs immobiliers qui, de bonne foi, achètent une RP et la revendent avant 5 ans, d'accord? Donc ça, c'est évidemment dramatique. Je dis pas que, encore une fois, tout ça va aller au bout, puisque on ne sait pas si cette proposition d'un des députés donc du camp macroniste de Pyrénées Atlantique, je crois qu'il habite à Pau ou pas loin, eh bien sera reprise. Mais enfin, c'est une possibilité. D'accord? Donc ça, ce serait évidemment catastrophique pour beaucoup de gens, en particulier donc les investisseurs immobiliers. Donc faites très attention à ça, on va bien évidemment surveiller, je vous tiendrai au courant bien sûr de l'évolution sur ce sujet. Après, bon, pour ceux qui ont peur, il reste une option. Vous faites un OBO tout de suite maintenant, mais quand je dis tout de suite, c'est là dans les semaines qui viennent. Donc, en gros, faut passer chez le notaire demain, vous faites un compromis entre vous et vous, c'est vous qui signez avec vous-même. Vous faites un OBO, owner buyout, rachat à vous-même de votre résidence principale. C'est ce que je suis en train de faire moi à titre personnel. J'habite dans un chalet qui aujourd'hui est évalué à 700 000 euros. D'ailleurs, ceux qui viendront au séminaire du 22 au 24 novembre le verront. Il est évalué à peu près à 700 000 euros. Je l'ai payé 270 000 euros il y a quelques années. D'accord? Moi, j'ai jamais fait d'exonération. J'ai jamais bénéficié d'exonération de plus-value sur résidence principale parce que j'ai jamais vendu de résidence principale. Ok? Donc, 700 000 euros. Si je l'ai acheté 270, je vais faire une plus-value de 430 000 euros qui sera évidemment pas taxée avant le 31 décembre. Donc, soit je fais le pari que dans le budget Barnier revisité par les députés, il y aura pas l'histoire des 5 ans. Et dans ce cas-là, tant mieux. Je peux attendre peinard, je pars au Brésil dans un mois et je reviens, je fais mon EBO. Soit je parie que ça y sera et je le fais tout de suite avant le 31 décembre. Et ça veut dire que là, on est le 22 octobre. Ça veut dire qu'entre le 22 octobre et le 31 décembre, je dois signer un compromis avec moi-même pour faire racheter le bien qui m'appartient en nom propre par une société. D'accord? Je dois aller chercher le financement entre-temps aussi et bien sûr signer l'acte authentique avant le 31 décembre. Avant que la loi de finances pour 2025 soit appliquée, puisque dès le 1er janvier au matin, elle sera appliquée. D'accord? Donc ça, c'est une option. Si vous avez aujourd'hui une résidence principale qui vaut une grosse somme, que vous avez acheté beaucoup moins cher, ok? Et que vous voulez sécuriser votre plus-value, donc ne pas être taxé sur votre plus-value, eh bien faites un OBO, faites un owner buyout. Si vous voulez plus de détails sur l'OBO, parce qu'on va pas passer 3 heures non plus sur l'OBO, venez à mon séminaire, bien sûr, du 22 au 24 novembre, pour qu'on en discute, parce qu'il y aura aussi, bien sûr, évidemment, je suis obligé d'adapter mon programme au budget Barnier, j'ai pas le choix. Il y aura aussi une partie sur l'OBO. Écrivez-moi un message privé, venez au séminaire pour qu'on en discute, parce que là, je pense que c'est le moment ou jamais pour faire un OBO. Hein. Parce que si ça saute, on va être obligé de rester dans la RP pendant 5 ans, vu nos vies qui sont un peu parfois, rythmées par les déménagements, parfois pour certains. Les divorces, malheureusement ça peut arriver, les recompositions familiales, etc., les expatriations pour certains, c'est le moment ou jamais de faire un OBO. Vraiment, je vous le dis, vous avez entre maintenant et le 31 décembre, mais ne perdez pas de temps. Hein. Perdez pas de temps, parce que là, vous avez 2 mois et 8 jours pour signer un compromis. Bon, ça c'est rapide parce que c'est entre vous et vous. Il y aura 2 signatures qui seront les mêmes. On s'en fout. Ça, c'est rapide. Mais allez chercher un crédit. Voilà, ça prend un peu de temps. Créez une société au passage, parce que si vous faites un EBO, il va falloir créer une boîte. Hein. Soit une SCI à l'IR, soit une SCI à l'IS, soit une SAS à l'IR, soit une SAS à l'IS,
soit une SNC à l'IR, soit une SNC, au BIC, excusez-moi, soit une SNC à l'IS, soit une SARL à l'IS, soit une SARL à l'IR, ok? Il va falloir créer une boîte. Donc ça peut prendre, avec le cabinet par qui je passe, ça prend 4-5 jours, mais parfois les experts comptables sont un peu plus longs. Donc là aussi, si vous êtes pressé, envoyez-moi un message privé, on va en parler. Mais ça peut prendre un peu de temps. Et puis derrière, il faut signer l'acte authentique, sachant qu'il y a les vacances de Noël, qui démarrent vers, toujours, comme chaque année, un peu avant Noël, donc vers le 20 décembre, ok? Donc voilà, les notaires vont pas forcément être dispo pendant les vacances de Noël, je vous préviens. Donc en fait, vous avez même pas 2 mois, puisque si vous avez entre le 22 octobre et le 20 décembre, c'est moins de 2 mois, ok? Donc, maniez-vous, je vous le dis, là, directement, maniez-vous pour faire l'OBO. Faites-le vite. Parce que quand Barnier aura, le 31 décembre, fait passer le conditionnement aux 5 ans, ça sera trop tard, faudra pas venir pleurer, ok? Le 1er janvier au matin, si vous m'écrivez, ce sera trop tard, ok? Donc faites-le maintenant. Voilà, ça c'est hyper important d'anticiper ça. Ensuite, il y a quelques trucs qui sont passés, ça nous concerne pas trop, je vais pas m'étendre dessus. Le PFU porté à 35% pour les super distributions de dividendes et les rachats d'actions. Honnêtement, ça nous concerne pas tellement. C'est pas étonnant qu'il y ait une majorité là-dessus puisque le RN et le NFP sont à peu près d'accord sur ces sujets-là. C'était un point, un point de non-retour. C'était une ligne rouge pour la Macronie, mais de toute façon, comme la Macronie est minoritaire, eh bien, il est tout à fait possible que ça passe. Et de toute façon, je pense que Barnier aura pas de problème à aller chercher les super dividendes. Surtout si c'est pour plaire à la commission, je pense qu'il est capable d'à peu près tout. Ok. Ça va passer, mais ça va pas trop nous toucher, parce qu'on fait pas non plus des rachats d'actions tous les jours. On touche pas des super dividendes, à moins qu'il y ait des dirigeants de Total là qui nous regardent, mais voilà, je pense pas que ce soit le cas. Ça c'est pas très très important. Il y a quand même un truc important pour ceux qui comptaient s'expatrier, parce que j'ai entendu dire là pas mal de gens qui se précipitent un peu. Alors c'est bien de s'alarmer, c'est bien d'anticiper, mais enfin dire parce que il y a eu 2-3 trucs un peu chauds qui vont passer, je vais m'expatrier, ça dénote à mon avis un certain manque de maturité. Je le dis comme je le pense, d'accord? J'ai entendu pas mal d'entrepreneurs là dire ouais, on va se barrer à Dubaï, on va se barrer à Malte, on va se barrer au Panama parce que ça devient n'importe quoi la France. En général, ils le disent mais ils le font jamais, d'accord? Et en tout cas, s'ils le pensent, je les arrête tout de suite. Le faites pas maintenant. Attendez de voir ce qui va se passer. Faites-le éventuellement l'année prochaine si vraiment vous voulez partir et que on est devenu vraiment encore plus fiscalisé, beaucoup plus fiscalisé et tellement fiscalisé au point que vous voulez absolument partir. Ok, vous le ferez peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Mais le faites pas maintenant parce que ça se trouve, il va pas se passer grand-chose pour vous en particulier. Peut-être que vous êtes un président de SASU non salarié à l'impôt sur le revenu, vous avez 4 parts fiscales parce que vous avez fait plein de gosses, vous êtes absolument pas concerné par ça et vous allez pouvoir continuer à travailler dans un paradis fiscal qui s'appelle la France, paradis fiscal quand on est en SAS à l'IR avec plein de gosses. Ça, je vous confirme que c'est un paradis fiscal, pas forcément dans les autres cas. Donc, vous n'avez pas besoin de partir à Dubaï pour être dans un paradis fiscal, vous l'êtes déjà. Voilà. Donc, vous prenez pas trop la tête, attendez de voir à quelle sauce vous allez être mangé, adaptez éventuellement des stratégies dont celle que je viens d'évoquer et que j'évoquerai encore plus en détail pour ceux qui viendront au séminaire du 22 au 24 novembre. Réservez vite, les places sont limitées, on n'est que 30 et 35, d'accord? Et donc, il n'y a pas beaucoup de place, c'est en petit comité, donc réservez vite si vous voulez aller plus loin, d'accord? Mais allez pas, là, vous expatrier, commencez à suivre ces influenceurs qui racontent n'importe quoi sur Internet pour vous faire venir à Dubaï, c'est pas le sujet, d'accord? Vous avez plein d'avantages à rentrer en France, et moi, mon rôle ce soir, c'est pas de vous dire de partir, c'est de vous dire de trouver des solutions pour pouvoir rester, de contourner ce qui va être voté pour pouvoir rester. C'est pas du tout la même optique, d'accord? Je suis attaché à mon pays, j'aime mon pays, je veux que mon pays retrouve la souveraineté nationale, et c'est pour ça que je suis opposé, bien sûr, à ce budget qui est complètement dicté par Bruxelles. Donc c'est pas pour vous dire de partir, bien au contraire. Bien au contraire, c'est pour vous dire de rester et d'adapter vos stratégies pour faire en sorte que vous soyez un entrepreneur accompli et un investisseur accompli en France. C'est ça mon objectif, d'accord? C'est pas de se barrer.
Je viens de voir la réponse. Comment on s'inscrit? Écris-moi un message vocal, ce sera plus simple. Mais sinon, tu as le lien d'inscription. Un message écrit, pardon, je suis fatigué. Tu as le lien d'inscription dans ma bio. D'accord? Si tu veux t'inscrire, tu cliques sur le lien d'inscription et tu peux t'inscrire dès maintenant. Par contre, il n'y a plus beaucoup de place, donc fais-le vraiment ce soir. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu évidemment des choses passer. Donc, alors, je reviens sur l'expatriation. Sur l'expatriation, parce qu'il y en a qui ont dit, on va partir parce que il va y avoir la création d'un impôt universel pour les Français ayant résidé au moins 3 ans en France durant les 10 dernières années et qui s'expatrient dans un pays où la fiscalité est inférieure de 50% ou plus à la fiscalité française. Et donc certains ont crié, ils ont dit c'est scandaleux parce que on peut plus s'expatrier. Pour le coup, j'ai beaucoup de critiques à faire envers le gouvernement Barnier, vous l'avez vu, mais je trouve pas ça absurde quand même de vouloir inciter les gens à rester, ou plutôt de vouloir inciter les gens à ne pas partir. On serait incohérent à avoir critiqué Macron sur l'exit tax, d'accord, sur la suppression de l'exit tax, quand il est arrivé au pouvoir, dès 2018. Et j'étais le premier à critiquer cette suppression, parce que c'était un encouragement à l'exit fiscal, et encore une fois, je suis contre ça, d'accord? On aurait été incohérent à critiquer la suppression de l'exit tax par Macron et à ne pas applaudir le fait que on crée un impôt pour inciter les gens à rester. Je veux dire, soit on veut faire un pays d'exilés fiscaux et il y aura plus personne en France pour faire vivre le pays. Déjà que on n'est plus beaucoup à travailler parce qu'il y a du chômage et il y a le vieillissement de la population. Soit on est un pays qui vit où il y a du dynamisme, où il y a de la création de richesse. Mais à un moment donné, si on veut que tout le monde se barre, bon disons-le clairement et incitons tout le monde à se barrer. Mais c'est pas l'objectif d'un pays qui a un avenir devant lui, ou en tout cas qui pense qu'il a encore un avenir. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses. Donc pour le coup, ceux qui ont crié, j'ai envie de vous dire, là je vais reprendre un slogan qui a fait beaucoup d'adeptes. Vous avez la possibilité, si vous aimez pas la France, de la quitter. Vous avez la possibilité de le faire. Donc si vous pensez que c'est un enfer fiscal la France, eh bien partez et allez ailleurs. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Moi je pense l'inverse, je pense que la France est bien plus un enfer social qu'un enfer fiscal, parce qu'il y a plein de stratégies qui nous permettent d'échapper à cet enfer fiscal. J'ai parlé de l'OBO à l'instant pour la partie résidence principale. J'ai parlé tout à l'heure des SAS à l'IR, qui peuvent être d'ailleurs des SASU à l'IR si vous êtes le seul actionnaire de votre boîte. En immobilier, on peut aussi penser à la SNC au régime des BIC. Donc la SNC au régime des BIC, je pense que pas grand monde vous en a parlé, mais c'est une véritable pépite pour l'immobilier. J'en parlerai bien sûr à mon séminaire du 22 au 24 novembre. Je ferai un speech spécialement là-dessus, sur la SNC au régime des BIC, pour pouvoir vivre libre et mourir pauvre, qui, vous le savez, est ma philosophie. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place en restant en France. Donc c'est pas parce que vous avez écouté 2-3 influenceurs qui connaissent pas grand-chose à la fiscalité française, qui vous ont dit il faut absolument partir, la France ça va être un enfer, qu'il faut se barrer. Non, c'est plus compliqué que ça, d'accord? Il faut d'abord réfléchir avant de partir, parce que je peux vous assurer que si vous y réfléchissez pas assez avant de partir, vous allez vraiment le regretter une fois que vous serez parti, ok? Donc ça c'est hyper important. Il y a eu l'ISF. Bon, l'ISF, il y en a qui veulent le rétablir, évidemment, l'ISF. Donc, pour le rétablir, il faut l'élargir aux revenus financiers, au patrimoine financier, excusez-moi, puisque l'ISF, est un impôt qui a disparu avec le grand choc fiscal de Macron de 2018. Il a été remplacé par l'IFI, qui est en fait la même chose que l'ISF, mais uniquement appliqué à l'immobilier, donc uniquement périmétré sur l'immobilier, d'accord? Et donc l'idée de rétablir l'ISF, c'est de l'élargir au patrimoine financier, et donc qui ne s'applique plus uniquement sur le patrimoine immobilier. Ça pourrait rapporter plusieurs milliards d'euros de rétablir l'ISF, donc il est possible que l'ISF soit rétabli. Là aussi, si l'ISF est rétabli, il va y avoir beaucoup de choses à faire, et l'OBO est encore une fois une solution, parce que si vous avez du patrimoine immobilier qui est payé, donc en gros qui est payé ou en partie payé, donc en gros vous avez une valeur vénale très forte sur votre patrimoine immobilier. Par exemple, vous avez 2 millions de valeur vénale, de valeur de marché sur votre patrimoine immobilier. Donc dans votre déclaration d'IFI, vous êtes censé écrire, si vous ne trichez pas, que vous avez un patrimoine de 2 millions.
Mais si vous avez que 500 000 euros de dette en face, eh bien vous avez une valeur nette patrimoniale d'1,5 million. Ok. J'ai fait exprès de ne pas parler de la RP. On va supposer que ça c'est que du locatif parce que la RP vous avez dessus une décote qui s'applique. Mais si vous avez 1,5 million de valeur patrimoniale immobilière locative nette, donc nette de dette, vous avez la possibilité, si par exemple vous avez fait ce patrimoine en nom propre, de faire un OBO. Donc en gros, de faire acheter des biens par une société qui va s'endetter à mort, donc qui va s'endetter à hauteur de 2 millions, puisque ça vaut 2 millions votre immobilier. Donc si vous le faites racheter à la valeur de marché, forcément il faudra s'endetter à hauteur de 2 millions. Et là, comme par magie, vous payerez plus d'IFI. Pourquoi? Parce que en valeur nette patrimoniale, vous serez à 0. Vous serez passé de 1,5 à 0 puisque vous aurez 2 millions d'euros d'immobilier, ok, en face desquels vous aurez non plus 500 000 de dettes, mais 2 millions de dettes, ok. Et entre-temps, vous aurez bien sûr emmagasiné énormément de liquidités puisque vous aurez vendu votre immobilier pour 2 millions d'euros avec seulement 500 000 euros de dettes en face, d'accord, de capital respondu. Donc ça, c'est une stratégie. Si par cas l'ISF est rétabli, eh bien, ok, la fortune financière sera taxée, très bien, mais c'est pas pour autant que vous allez forcément payer l'ISF. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez cet exemple, il est très intéressant. Il montre que même si on élargit l'impôt, on peut quand même se débrouiller pour pas payer l'impôt. C'est-à-dire que même si on me taxe sur davantage, le financier et l'immobilier, je peux quand même me débrouiller à travers des owner buyout pour faire en sorte de ne pas payer ou de ne plus payer d'impôt sur la fortune, alors même qu'aujourd'hui je paye déjà de l'IFI sur une assiette qui est moins importante. C'est là où on voit que, en réalité, avec un peu d'ingénierie, un peu, je dirais pas d'intelligence, mais de réflexion fiscale, de réflexion aussi crédit, parce qu'il y a du crédit qui rentre en jeu, eh bien, on peut arriver à ne pas payer d'IFI et demain, si l'ISF est rétabli, de ne pas payer d'ISF. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et évidemment, pour ceux qui veulent creuser cette partie-là, je sais qu'il y en a qui me regardent, qui ont beaucoup de patrimoine, qui ont plusieurs millions d'euros de patrimoine, bien évidemment, venez au séminaire du 22 au 24 novembre. On va creuser là-dessus le sujet en détail. Ok. Le lien d'inscription, encore une fois, est dans ma bio. Donc, vous y allez, vous réservez. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si le PLFSS, on n'a pas parlé du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, à ne pas confondre avec le projet de loi de finances. Le PLFSS, c'est un projet de loi qui vient régir les dépenses et les recettes de la sécurité sociale en 2025, d'accord? La loi de finances, elle parle des finances de l'État. Elle parle même pas des finances des collectivités territoriales, elle ne parle que de la finance de l'État. Donc, il faut bien faire la distinction entre le PLFSS, qui va être discuté là aussi au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, éventuellement navette parlementaire, et la loi de finances, dont on parle beaucoup depuis une semaine, c'est pas la même chose. Pourquoi je parle du PLFSS? Parce que on a appris là, et le MEDEF, on n'entend pas trop sur ce sujet. Je suis assez quand même surpris, parce que autant on entend un peu la CGPME, autant le MEDEF, on les entend pas du tout, et pourtant, tous les chefs d'entreprise, y compris les adhérents du MEDEF, sont concernés par ça. On va avoir une diminution, peut-être pas une suppression totale, mais une diminution très forte, des exonérations sur les bas salaires. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que toute la politique sociale de la France a été basée sur les trappes à bas salaire. En gros, depuis plusieurs décennies, les gouvernements ont dit aux patrons, embauchez du monde, ça va pas vous coûter cher, par contre, embauchez-les, mais payez-les pas trop. Si vous voulez pas que ça vous coûte cher, ne les payez pas trop. Donc, en gros, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, vous avez des exonérations très fortes au niveau patronal et au niveau salarial, donc cotisation sociale patronale et cotisation sociale salariale, pour les bas salaires, donc juste entre 1 et 1,6 fois le SMIC. Et il se peut que pour renflouer les caisses de la sécurité sociale, qui elle aussi est en déficit avec une dette abyssale, évidemment pas autant en milliards d'euros que l'État, mais enfin quand même c'est très inquiétant. Eh bien, qu'est-ce que fait le gouvernement? Le gouvernement, il va dire au patron, bah là tous les mecs que vous embauchez là que vous payez vos salariés jusqu'à 1,6 fois le SMIC, ça c'est fini, nada, terminé. On va vous baisser vos exonérations, voire les supprimer. Et alors là, il y a un risque d'explosion. Pourquoi? Parce que les PME vont être asphyxiées, littéralement asphyxiées par les cotisations sociales. Là où aujourd'hui, elles payent un gars 2000 euros net, 2000 euros chargés patronal
ça va leur coûter peut-être 2004 ou 2005. Donc elles vont pas pouvoir tenir. Donc il va y avoir une recrudescence, une augmentation très forte des faillites d'entreprise si par cas ce dispositif est adopté. Sachant que on a déjà un nombre record, je crois, en 2024 du nombre de faillites d'entreprise. Donc ce serait vraiment une catastrophe d'aller là-dessus. J'espère que Barnier n'aura pas la facilité d'aller là-dessus pour renflouer les caisses de la Sécu, parce que ça va avoir une réaction, ça va avoir des conséquences terribles et une réaction en chaîne. Pourquoi? Parce que s'il y a des faillites d'entreprise, ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont être à la rue, qui n'auront pas de chômage, donc ça va être extrêmement compliqué pour eux. Ils vont vivre avec le RSA concrètement. Vous avez aussi bien sûr des salariés qui vont perdre leur emploi, donc qui vont aller au chômage qu'on va devoir payer avec Pôle emploi. Alors maintenant ça s'appelle France Travail. Il va y avoir de moins en moins de cotisations sociales, puisque ces gens-là, eh bien forcément ils vont pas cotiser autant qu'avant puisqu'ils seront au chômage. De moins en moins de cotisations sociales patronales aussi, puisque forcément ils seront plus payés en tant que salariés. Donc ça va être considérable. Ça va avoir vraiment une conséquence dramatique sur l'emploi et sur les finances publiques, et notamment sur les finances sociales, donc les finances de la sécurité sociale. Et là, c'est le fameux trop d'impôt tue l'impôt. Vous avez sûrement entendu parler d'un économiste américain qui s'appelait Arthur Laffer, du XXe siècle, et qui, dans les années 30 de mémoire, avait théorisé le trop d'impôt tue l'impôt. Donc en gros, il avait mathématisé avec une courbe le fait que à un moment donné, quand on prend trop d'argent, en fait, l'effet escompté est l'inverse, c'est-à-dire que l'État pense qu'il va gagner 1 euro supplémentaire, mais en fait, il va perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il désincite au travail. Et là, si on fait ça, eh bien, avec la suppression, ou en tout cas la diminution de l'exonération des cotisations sociales sur les bas salaires, eh bien, trop d'impôts tue l'impôt. En l'occurrence là, trop de cotisations sociales tue les cotisations sociales si on l'applique à la Sécu. Et ça va être évidemment catastrophique. Donc je vous invite vraiment à rester vigilant là-dessus, surtout si vous êtes entrepreneur et que vous avez des salariés, ce qui est mon cas par exemple, parce que ça peut avoir des impacts considérables. D'accord ? Donc ça, il faut faire attention. Alors après, on va me dire oui, mais un entrepreneur, il peut faire appel à des autres entrepreneurs. Ok, mais en attendant, un salarié, c'est pas pareil qu'un autre entrepreneur. Vous avez un lien de subordination quand vous êtes salarié. Il y a un lien de subordination entre l'employeur et le salarié qu'il n'y a pas entre l'employeur et l'auto-entrepreneur. Sinon, vous avez un contrôle URSSAF, s'il y a un lien de subordination. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même mode de fonctionnement, c'est pas la même fidélité, c'est pas la même confiance qui existe. Donc encore une fois, si on tue le modèle de l'exonération des cotisations sociales, eh bien on va vraiment vers une faillite, une faillite de beaucoup d'entreprises. Et donc là, des conséquences qui vont être dramatiques. Je pense que c'est vraiment là, dans tous les points qu'on a vus ces derniers jours, le plus inquiétant. Vraiment, au-delà même de la flat tax, au-delà de la RP, ça c'est hyper important parce que ça va toucher vraiment l'emploi, les entreprises, et ça va avoir des conséquences sur les entreprises, sur les salariés, sur les ménages, sur leurs familles, sur les finances publiques, sur les finances de la sécurité sociale qui vont être dramatiques. Vraiment dramatique. Donc, j'espère que le gouvernement va pas aller là-dessus. Ok? Bon, ça fait déjà 1 heure que je parle, pile. Je vais m'arrêter parce que sinon, je pourrais y passer des heures et des heures et des heures et des heures. On y sera encore à 4 heures du mat. Ok? L'idée, c'est de pouvoir vous libérer dans pas longtemps. Donc, je vais prendre les questions. Posez vos questions. Je pense qu'il va y en avoir pas mal. Posez vos questions. Je vais y répondre. Petit rappel avant que vous posiez vos questions. J'organise un séminaire chez moi, dans le Canada français. D'accord? On l'appelle comme ça. Le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ok? Il y a des sapins, il y a de la neige, il y a des lacs. C'est la plus belle région de France. C'est pour ça que j'y habite. Non, blague à part, pour ceux qui sont déjà venus, vous savez que c'est une superbe région. Venez, rejoignez-moi du 22 au 24 novembre. J'organise un séminaire qui aura lieu du vendredi soir au dimanche après-midi. D'accord? Vous serez logé, soit dans une ferme, soit dans un chalet, en fonction de comment je vous affecte. Mais ça sera magnifique logement. Vous mangez au restaurant matin, midi et soir. C'est moi qui prends tout en charge pour seulement 697 € du vendredi soir au dimanche après-midi, tout compris. D'accord? Restaurant et hébergement compris. Donc, le lien est dans ma bio. Vous réservez. Faites-le ce soir parce que vu le nombre de gens là qui ont participé au live, je pense qu'il y a déjà plus beaucoup de place. Réservez ce soir votre place au séminaire.
pour qu'on puisse creuser tous ces sujets. Parce qu'on va être ensemble pendant 48 heures. Donc je vais pouvoir vous parler des stratégies de l'OBO pour contourner ce qui va arriver peut-être sur la résidence principale, sur la fin de l'exonération. Je vais pouvoir vous parler de la flat tax et comment on peut contourner l'augmentation de la flat tax. Je vais pouvoir vous parler de l'ISF et comment on peut échapper à l'ISF et même échapper à l'IFI. Donc même si ça bouge pas et qu'on reste à l'IFI, eh bien vous aurez tout gagné en venant au séminaire. Je vais vous parler de la SAS à l'IR qui pour moi est l'avenir de l'entrepreneuriat français et l'avenir de l'investissement immobilier en France. Je vais vous parler de la SNC au régime des BIC qui est aussi l'avenir de l'entrepreneuriat et de l'investissement immobilier. Je vais vous parler de ces pépites qui sont méconnues, qui sont pas explorées et qu'il va falloir creuser parce que c'est vraiment ce qui peut vous sauver dans les décennies qui viennent. Donc faites cet investissement de seulement 697 €. Moi, je gagne pas d'argent dessus, encore une fois. Je vous héberge, je vous nourris pendant 48 heures dans des super restos, donc je vais pas gagner d'argent dessus, je vais même en perdre, d'accord? Mais venez pour qu'on puisse ensemble creuser tous ces sujets et créer une communauté physique, parce que le virtuel c'est gentil, mais le physique c'est mieux, d'entrepreneurs et d'investisseurs qui vont pouvoir s'entraider dans les années qui viennent, d'accord? Donc venez, je vous attends ici chez moi du 22 au 24 novembre. On passe aux questions, allez-y. On commence vos questions. Je commence à Alexis parce que là, il y a eu plein de questions avant. Donc, je commence avec toi, Alexis. Puis ceux qui veulent poser des questions, posez-les au fur et à mesure. Alors, Alexis, en SAS à l'IR, on se rémunère donc en dividende. On n'est pas limité à un pourcentage du capital. Tu ne te rémunères pas en dividende. D'ailleurs, dans ta déclaration d'impôt, ça ne sera pas dans la case dividende. C'est simplement une rémunération liée au fait que tu es actionnaire de la société. D'accord? Et donc, tu as une quote-part de la société qui te revient. D'accord? Donc, c'est pas exactement du dividende. Et tu n'es pas limité. Non. Par exemple, moi, j'ai des SASU à l'IR. J'en ai 2 SASU à l'IR. J'ai 100% du capital. Ce sont des SASU. Hein. Donc, forcément, j'ai 100% du capital. Je me rémunère avec ce mode de fonctionnement. Et je ne suis pas limité. Donc, j'ai 100% du capital et je prends 100% si j'ai envie à la fin de l'année. D'accord? Donc, tu n'es pas limité. Voilà, Alexis, dis-moi si j'ai répondu à ta question. Et Alexis, bien sûr, si tu veux creuser ce point de la SAS à l'IR, envoie-moi un message privé, on peut en discuter. Et inscris-toi, bien sûr, au séminaire, tu as le lien dans ma bio. LMMP, taxation des plus-values sur l'amortissement, forte chance. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé. J'aurais dû vous en parler parce que ça va faire aussi l'objet d'une intervention spéciale au séminaire là-dessus. La réintégration des amortissements. Attention, parce que là, c'est pas un beau cadeau qu'on vous fait. On vous a fait croire que vous alliez pouvoir vivre libre et mourir pauvre, mais en fait, avec cette réintégration des amortissements au niveau du régime LMNP, vous allez devoir garder votre bien. Si vous mettez pas en place une stratégie efficace maintenant, tout de suite, là, vous allez devoir garder votre bien et mourir avec. Et donc mourir le plus riche du monde. D'accord? C'est la stratégie du cimetière. Une stratégie des héritiers, on l'appelle comme on veut. Bon, moi, c'est pas ma stratégie, je suis aux antipodes de ça. Je veux vivre libre et mourir pauvre. Donc forcément, si j'ai prévu de pas avoir d'héritage, je vais devoir tout claquer avant. Mais en tout cas, je vais pouvoir le faire parce que je vais pouvoir vendre mes biens. Si vous êtes sur une stratégie du vivre libre et mourir pauvre, mais que vous avez des biens où il va falloir réintégrer les amortissements dans la plus-value, vous êtes mal barré parce que vous ne pourrez pas vendre vos biens, ça va vous coûter trop cher. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez acheté un bien il y a quelques années à 200 000 €. Vous vendez ce même bien dans quelques années à 400 000 €. Ok? À supposer que le bien soit totalement amorti. Donc en gros, il s'est passé 25 ans entre le moment où vous avez acheté et le moment où vous revendrez. Si ce bien est totalement amorti, comptablement, c'est pas exactement le cas parce que le terrain n'est pas amortissable. On va dire que comptablement, la valeur est de 0. D'accord? Si la valeur est de 0 et que vous vendez le bien à 400 000, la plus-value taxable est de 400 000 €. 400 000, valeur de marché, moins valeur comptable. D'accord? Vous êtes taxé sur les 400 000. Si vous prenez la moitié d'impôt à la louche la moitié d'impôt, vous payez 200 000 € d'impôt à la revente. Votre bien, vous l'avez acheté 200 000 €. Donc en fait, vous payez en plus-value la valeur que le bien vous a coûté au départ. Donc vous avez acheté un bien 200 000, vous payez 200 000 € d'impôt. C'est juste hallucinant, d'accord? Et ça, si vous y prenez pas garde, vous allez vous faire coincer. Donc si vous voulez creuser les stratégies pour contourner la réintégration des amortissements, là aussi,
eh bien, venez au séminaire du 22 au 24 novembre ou écrivez-moi en message privé. On va pouvoir creuser ensemble. Mais vous faites pas avoir là-dessus parce que la réintégration des amortissements à l'MNP, c'est une véritable catastrophe pour les investisseurs immobiliers, surtout pour les gens qui, comme moi et comme certains d'entre vous, ont une stratégie plutôt axée sur l'impôt sur le revenu que sur l'impôt sur les sociétés, si en gros font de l'investissement plutôt en nom propre qu'en SCI à l'IS, pour faire simple. Je dis pas qu'il faut pas faire de SCI à l'IS, mais je dis juste que cette stratégie, elle est plutôt appliquée sur et plutôt mise en œuvre avec de l'IR que de l'IS. Et bien là, vous êtes mal barré, donc attention. Voilà. Mais on pourra en discuter en détail encore une fois au séminaire si vous venez. Théo, il y a encore de la place, hein. Je te rassure, je viens de vérifier là. Il y a encore de la place, mais je pense qu'il n'y en aura plus demain. Peut-être pas. Donc si tu es dans les Vosges, bah écoute, c'est parfait, t'es voisins, tu viens, tu seras là dès le vendredi soir jusqu'au dimanche midi, et après tu repartiras, c'est parfait. Mais réserve Théo dès ce soir, voilà, avant qu'il n'y ait plus de place. Et je suis très content qu'il y ait des locaux qui viennent, parce que c'est quand même bien d'avoir des Vosgiens, des voisins qui viennent. Alors, est-ce que c'est pareil pour les amortissements dans le cadre d'une SARL de famille constituée pour un projet IMO? On sait pas. Parce que si le texte s'applique, et c'est là tout l'intérêt de suivre les débats jusqu'à la fin de l'année, si le texte sur la réintégration des amortissements s'applique uniquement au nom propre, ça touchera pas, évidemment, la SARL de famille. D'accord ? Donc voilà, ça touchera pas la SARL de famille. Pourquoi Camille, tu dis que c'est full? Ça m'étonne. Il y a le lien du séminaire qui est dans ma bio. Ça m'étonne que ce soit full et que ce soit plus possible de s'inscrire. Je suis étonné. Bon, pour ceux qui ont du mal à s'inscrire là ou qui apparemment c'est full, envoyez-moi un message privé, ce sera plus simple. Je vous enverrai le bon lien par message privé, d'accord? Donc là, vous m'écrivez, vous me dites ça marche pas, je vous envoie le bon lien tout à l'heure quand le live est fini, ok? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on continue? Donc faites gaffe, voilà, à la réintégration des amortissements. Et pour la SRL de famille, Ariane, il va falloir qu'on check tout ça dans les semaines qui viennent. Mais peut-être que la réintégration des amortissements, encore une fois, ne va pas s'appliquer aux SRL de famille. Tant mieux dans ce cas-là pour ceux qui ont investi en SRL de famille. Moi, j'ai pas vu que ce serait a priori applicable au SRL de famille pour l'instant. J'ai pas vu ça, mais à confirmer dans les semaines qui viennent. Ok? Allez-y. Question. Hop, pendant que je regarde ce qui se passe au niveau du séminaire, parce qu'apparemment, il y a quelques petits soucis. Hop, on va voir. Il y a quelques petits soucis. Ouais, il y a quelques petits soucis. Bon, écrivez-moi en MP parce que apparemment ça marche pas le lien du séminaire. C'est pas très grave. On verra ça tout à l'heure pour ceux qui m'écrivent en MP. Allez-y, je reprends les questions, excusez-moi, pour qu'on continue cette séance de questions-réponses. Allez-y. Hop. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Avec plaisir Ariane, et puis si tu veux creuser, bien sûr, tu peux m'écrire en message privé, comme tu le sais. On se connaît en plus. Voilà, SRL de famille, en effet, Camille, pas applicable pour le moment. Camille, mon bras droit, toujours là, toujours présent, toujours pertinent, toujours technique, toujours au taquet. C'est toujours un plaisir, Camille, de t'avoir avec moi dans les lives. Et donc, en effet, pour l'instant, pas applicable à SRL de famille, donc tant mieux. Tant mieux. C'est une bonne stratégie, la SRL de famille. Hein. Ça a toujours été un statut intéressant qui permet, surtout quand on n'est pas à l'IS, qui permet de transmettre facilement quand on veut transmettre, même si c'est pas moi ma philosophie personnellement, qui permet de payer assez peu d'impôts à la détention et de pouvoir revendre facilement. Donc ça reste un excellent statut, un des meilleurs statuts pour investir dans l'immobilier. Pas le seul à être intéressant, mais vraiment un des plus intéressants. Voilà. Donc si vous avez des questions, posez-les maintenant. Questions sur la fiscalité des entreprises, sur la fiscalité des dividendes, sur ce qu'on a dit sur la flat tax, sur les cotisations sociales, sur l'impôt sur le revenu, sur la résidence principale, sur la réintégration des amortissements à l'MNP, sur l'exonération, plutôt la fin ou la diminution des exonérations
de cotisations sociales sur les bas salaires, qui peut avoir des conséquences dramatiques, etc., etc., posez vos questions. Maintenant, voilà, il y a une question qui vient d'arriver de Yves. La SNC peut-elle permettre d'échapper aux 35% d'endettement? Oui, oui. Question très pertinente. Merci Yves d'avoir posé cette question. Vous avez les règles du HCSF qui ont une valeur légale depuis maintenant pas mal de temps, plus d'1 an. Les règles du HCSF, elles vous disent quoi? Elles vous disent que si on fait de l'immobilier, on peut pas dépasser 35% de taux d'endettement. D'accord? Ça, c'est les règles qui ont une valeur légale. Attention, parce que ces règles, dans la loi, ne s'appliquent pas aux sociétés, notamment pas aux SNC, aux sociétés en non collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des banques qui ne sont pas obligées, les banques ne sont pas obligées d'appliquer les 35% du HCSF aux sociétés et notamment au SNC. D'accord? Mais il y a des banques qui font du zèle. Il y a des banques qui vont plus loin que le HCSF et donc elles disent ce qui est applicable par exemple aux noms propres dans les règles du HCSF qui ont une valeur légale encore une fois depuis maintenant plus d'1 an, on va aussi l'appliquer nous en politique interne bancaire, donc en politique d'octroi des crédits, aux sociétés et notamment au SNC. D'accord? Donc ça, c'est les banques qu'il faut évidemment fuir parce que si tu vas les voir, tu auras le même stop que si tu empruntes en nom propre. Donc ça n'a pas d'intérêt. Si tu vas voir des banques qui ne font pas du zèle, il y en a un certain nombre, je ne vais pas les donner maintenant parce que c'est pas l'objet. Et si tu vas voir la liste des banques, viens au séminaire du 22 au 24 novembre. Je ferai justement aussi une séance spéciale taux d'endettement pour échapper au taux d'endettement et échapper particulièrement au HCSF. Il y a un certain nombre de banques qui pratiquent donc stricto sensu, qui est écrit dans la loi, ne font pas de zèle et donc ne vont pas, si tu veux, impacter ton taux d'endettement si tu investis en société. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est ce qui permet de multiplier les investissements jusqu'à parfois plusieurs millions d'euros avec toutes les banques qui, ne font pas du zèle et te laissent investir en société de manière assez facile. Donc, si tu veux des détails, tu sais comment faire. Tu m'écris, tu t'inscris au séminaire et si le lien d'inscription ne marche pas, tu m'écris pour que je te donne le bon lien en message privé juste après. Voilà. Alors, oui, Jennifer. Jennifer, d'ailleurs, toi, tu seras là du 22 au 24 novembre. Mon expert comptable m'a parlé peut-être de me verser une prime au lieu de dividendes en fin d'année avec mon URL. Tu en penses quoi? C'est pas bête. Tu peux prendre une prime qui d'ailleurs sera ce qu'on appelle une prime de rémunération de gérance, puisque si tu es en URL, tu es gérante de ton URL et donc c'est ce qu'on appelle une prime de gérance, une prime de rémunération de gérance. Ça peut être intéressant, oui, surtout si ta tranche marginale d'impôt sur le revenu est faible. Donc attention, parce que si tu te prends une prime, il va y avoir des cotisations sociales plus l'impôt sur le revenu après. Donc il faut que tout ça, cotisation sociale plus impôt sur le revenu, soit inférieur évidemment à l'IS, puis la flat tax si tu prends des dividendes en URL. Attention, parce qu'en URL, les dividendes sont soumis à cotisation sociale. Attention. Donc, c'est souvent pas très ingénieux que de prendre des dividendes en URL. Fais très attention à ça. Donc, je t'invite vraiment à faire la comparaison, à lui demander à ton expert comptable un chiffrage, une comparaison des deux. Donc, versement de dividendes soumis à cotisation sociale parce que tu es en URL, via le canal impôt sur les sociétés. J'imagine que ton URL est à l'IS. Et évidemment, prime de rémunération de gérance pour voir qu'est-ce qui est le moins coûteux pour toi. Mais ça peut effectivement être une très très bonne réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si tu n'as pas besoin de cash, en effet, Camille, excellente réflexion de Camille. Si tu n'as pas besoin de cash pour toi, Jennifer, réinvestis ce que tu as en société sur des actifs, qui peuvent être des actifs immobiliers ou des actifs financiers, des parts sociales dans des sociétés ou autres. Ça peut tout à fait être une bonne option. Ça t'évitera de passer à la moulinette sociale et à la moulinette fiscale. Théo, si je signe un compromis demain pour ma RP et que j'acte début janvier, est-ce que je serai soumis à une plus-value où ils vont prendre en compte que le compromis date de 2024? Écoute, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, de ce qui avait été voté en commission, encore une fois, qui n'a pas de valeur légale pour l'instant, sur le conditionnement de l'exonération de plus-value sur résidence principale, de ce que j'ai compris, si tu as une actabilité, donc si tu as un acte authentique le 1er janvier 2025 ou après, de ce que j'ai compris, tu seras taxé. Donc attention,
sauf si tu vis dans ta maison depuis plus de 5 ans, auquel cas là, tu seras pas taxé. Mais si c'est moins de 5 ans, malheureusement, Théo, tu seras taxé. Donc attention, Théo, attention à ne pas passer à la trappe. Pas passer à la moulinette plutôt. Quel est le meilleur format quand on a, salut Ben, du locatif en France et frontalier, donc ne payant pas d'impôts en France? Alors là, c'est très très compliqué parce que il faut que je connaisse, Benjamin, ce que je ne connais pas vraiment très bien, en tout cas moins que toi, la fiscalité du Luxembourg, et notamment, bien sûr, quand vous êtes dans ce cas précis des frontaliers ou des expatriés, la convention fiscale bilatérale qui existe, en l'occurrence, il y en a une, bien sûr, entre la France et le Luxembourg, pour savoir, qu'est-ce qui s'est dit entre la France et le Luxembourg et comment, en réalité, chaque pays taxe l'impôt ici, taxe pardon les richesses ou les revenus ici ou là, en fonction de ce qui est écrit dans la convention fiscale bilatérale. Donc, je peux pas te répondre puisque ça dépend vraiment de ce qui est écrit dans la convention fiscale bilatérale entre la France et le Luxembourg, que je ne connais pas malheureusement par cœur. Voilà. Bon, il y a eu tellement de personnes qui sont connectées ce soir. Vous êtes plusieurs centaines à vous être connectés. Même si on est monté à 55 au max en live, vous êtes plusieurs centaines à vous être connectés parce que vous êtes revenus, repartis, etc. Je pense qu'on est plus de 500 ou 600 à s'être connectés ce soir. C'est vraiment énorme. Merci pour votre engouement. En plus, c'est un live que j'ai annoncé il y a 2 heures, qui était complètement improvisé. Donc merci pour l'engouement qui a été le vôtre. C'est des sujets qui sont passionnants, vraiment passionnants, qui peuvent faire peur parce que c'est technique, etc., mais qui ont des enjeux considérables pour nous entrepreneurs, pour nous salariés, pour nous investisseurs, qu'il faut absolument s'y intéresser très vite dans les jours, les semaines qui viennent, avant qu'il ne soit trop tard, parce que le 1er janvier 2025, je ne veux pas que vous vous réveillez avec une gueule de bois. Moi, je serai au Brésil à cette période-là, comme chaque année. Je passe le 1er de l'an à Trancoso. Je serai peinard à Trancoso. J'aurais fait le boulot avant. Moi, il y aura pas de souci pour moi parce que je suis un professionnel du métier. Donc voilà, je connais bien le sujet, je sais m'adapter. Et je vous dis, là, je vais organiser un OBO à 700 000 euros dans les semaines qui viennent pour échapper au fameux conditionnement sur la plus-value. Donc je sais quoi faire, mais c'est pour vous que je vous dis ça. C'est vraiment pour vous. Je veux pas que vous vous réveillez le 1er janvier. Ah mince, c'est trop tard, j'ai pas suivi l'actualité, j'étais en voyage, j'ai été pris par mes enfants, je suis parti en week-end, il y avait les fêtes à préparer, les cadeaux de Noël, etc. Non. On est le 22 octobre, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez m'écrire en message privé si vous êtes perdu. Vous pouvez réserver un appel avec moi, vous pouvez venir au séminaire du 22 au 24 novembre. Vous m'envoyez encore une fois un message privé pour avoir le lien. Vous avez tout un tas de solutions qui s'offrent à vous d'ici le 31 décembre. Mais prenez-vous-y maintenant. N'attendez pas le Noël et les discussions en famille pour agir. Non, agissez avant. D'ailleurs, à Noël, il risque d'y avoir beaucoup de conneries qui seront dites au repas de Noël, surtout avec l'alcool. Donc, ne comptez pas sur le repas de Noël pour pouvoir prendre les bonnes décisions, parce que les décisions, il faut les prendre avant. D'accord ? Voilà. Alors, quel format pour un investissement locatif meublé Kenan, je sais pas comment ça se prononce ton prénom, désolé si je le prononce mal. Tu as plein d'options, tu peux faire de la SCI à l'IS, tu peux faire du LMNP, du LMP si tu deviens loueur meublé professionnel, tu peux faire de la SNC au régime des BIC, de la SNC à l'IS, tu peux faire de la SASU ou de la SS à l'IS, tu peux faire de l'EURL ou de la SARL à l'IS, tu as plein d'options, Kenan, mais comme je connais pas ta situation personnelle, c'est compliqué de te dire quoi faire. Écris-moi en message privé ou viens au séminaire, bien sûr, si tu veux creuser le sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà 21h20, ça fait 1h20 qu'on est en live, 1h20. Mais c'était passionnant, j'ai vraiment pas vu le temps passer, vraiment. Vous avez posé des super questions, c'était hyper pertinent. Et je vois que vous êtes intéressés, que vous êtes passionnés par les sujets là, en ce moment, qui sont dans le débat public. C'est passionnant, c'est vraiment la période de l'année la plus intéressante, parce que c'est là où on voit les vrais clivages, les clivages entre ceux qui soutiennent les entrepreneurs, ceux qui veulent taper dessus, ceux qui soutiennent l'investissement immobilier, ceux qui veulent taper dessus, ceux qui veulent faire des cadeaux aux héritiers et ceux qui sont plutôt partisans de taper dessus, ce qui est mon cas, je le concède. On voit vraiment les clivages là qui d'ailleurs sont pas forcément des clivages gauche-droite classiques,
qui sont parfois un peu plus compliqués que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est passionnant. C'est plus compliqué que ça. On voit aussi des clivages entre ceux qui veulent encourager l'expatriation et ceux qui veulent absolument lutter contre, ce qui est mon cas. On voit voilà des clivages assez intéressants apparaître. Et donc je suis très très heureux que vous aussi ça vous passionne. Ça me passionne moi parce que ça a toujours été mon sujet, mais ça vous passionne vous aussi et ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté de gens comme vous qui êtes intéressés par ces sujets-là, avec qui on peut discuter, avoir des débats. Bon, évidemment, on n'est pas toujours d'accord et parfois je suis provocateur dans mes stories sur l'héritage ou sur toute une série de sujets parce que j'essaye aussi à travers ces petites provocations de faire passer des messages qui me tiennent à cœur. Mais voilà, on peut avoir des débats et c'est toujours dans le débat que la réflexion s'élève. Donc je suis très content aussi d'avoir des gens qui sont pas d'accord avec moi. Je suis extrêmement ouvert d'esprit pour discuter de ces sujets-là, y compris et surtout avec des gens qui sont pas d'accord. Quel format pour faire du meublé et préserver son taux d'endettement préconiserais-tu? Alors là, c'est une excellente question que tu poses, Yves, qui rejoint aussi un peu la question que tu as posée tout à l'heure par rapport aux banques qu'il faut aller voir pour échapper au HCSF. Il y a plein d'options qui s'offrent à toi, mais notamment les sociétés par lesquelles tu vas pouvoir faire du meublé. Donc là, il y a pas 40 milliards de solutions. Il y a la SCI Alias, bien évidemment, qui est la plus connue. Tu vas avoir également la SAS Alias ou la SASU Alias si tu es seul dans ta SASU. Tu vas avoir la SARL Alias ou l'EURL Alias si tu es seul. Tu as bien sûr la SARL de famille si tu investis en famille. Et tu as bien évidemment la SNC, soit au régime des BIC qui autorise le meublé, soit au régime de l'IS pour réaliser des opérations en société, en meublé, donc faire de l'investissement locatif meublé. Tu as pas mal d'options qui s'offrent à toi, Yves. Donc là aussi, si tu veux creuser le sujet, viens au séminaire ou écris-moi par message privé. Voilà. Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Je vais vous laisser tranquille, ça fait déjà quasiment 1h30 qu'on est ensemble. Si vous avez des questions, le live continue en message privé, d'accord? Et surtout, soyez au rendez-vous, parce qu'il y aura plus de place là, au rythme où ça va. Dans quelques heures, quelques jours maximum, il y aura plus de place. Venez du 22 au 24 novembre chez moi dans le Canada français. Vous serez très 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 bien accueillis. On sera au milieu des sapins, dans les chalets, dans les fermes vosgiennes typiques qui ont plusieurs centaines d'années. On va manger dans des très très bons restaurants. Il y aura des intervenants de grande qualité, des marchands de biens qui ont 15 millions d'euros de patrimoine aujourd'hui, des spécialistes du bâtiment, des spécialistes du crédit, des spécialistes de la fiscalité, des spécialistes de l'assurance emprunteur, des spécialistes de la fiscalité des sociétés. Il y aura vraiment des grosses pointures. Donc soyez là, soyez présents du 22 au 24 novembre dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges chez moi. On va passer un super week-end ensemble. C'est seulement 697 €, encore une fois, tout compris. Hébergement et restaurant compris du vendredi soir au dimanche 14h. Donc soyez présents pour qu'on passe un super moment ensemble. Et si le lien ne fonctionne pas, parce qu'encore une fois, il ne fonctionne pas, écrivez-moi et je vous l'envoie en message privé. Je vous attends du 22 au 24 novembre. Et d'ici là, bien sûr, on va se reparler. On va refaire des lives, je pense, une fois par semaine sur cette loi de finances qui est absolument passionnante, sur ces débats qui sont passionnants et qui nous réservent encore beaucoup de surprises. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à suivre mes lives parce que ça va bouger de semaine en semaine. Et donc, il va falloir adapter les stratégies en temps réel. Merci pour tout. Merci vraiment pour l'engouement qui a été le vôtre ce soir. Vous êtes plusieurs centaines à vous être connectés. C'est vraiment super pour un live improvisé. C'est énorme. Merci pour tout, pour votre engouement, pour votre intérêt que vous portez à ces sujets-là. Et je vous dis à très vite pour un nouveau live sur Insta. Merci à tous et bonne soirée.